Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Merci d'être avec nous. L'événement de ce dimanche, ce sont les premiers pas de plusieurs de nos bambins sur la glace avec le club de patinage artistique. Les cours pour débutants de 4 à 6 ans ont démarré à la patinoire. Stéphane Brie et Alain Redman, eux aussi, ont chaussé leurs patins. Elles étaient une trentaine réparties en deux groupes à reprendre contact avec la surface gelée de la patinoire. Cette section fait partie des 5 que compte le club cette année, en plus du patinage synchronisé. Pour le club, c'est plutôt une belle toute petite année. Une petite particularité cette année, c'est qu'on a repris les enfants à partir de 4 ans, ce qui fait qu'on a un peu plus de licenciés au niveau des tout petits. Pour ces tout jeunes, un entraîneur toulousain renforce l'effectif de bénévoles. C'est lui qui est chargé de leur inculquer les bases du sport. À 4 ans, l'accent est avant tout mis sur la sécurité. On leur apprend déjà à tenir, à avoir certaines habiletés, c'est-à-dire le déplacement avant, la propulsion arrière. Déjà, c'est primordial, le freinage, tout ce qui les met en sécurité pour éviter de rentrer dans les autres. Donc freinage, déplacement avant, déplacement arrière. Il y en a qui ont des appréhensions, donc ça prendra un peu plus de temps, mais une fois qu'elles auront moins peur, ça progressera d'un seul coup. Et d'autres, du premier coup, ça va partir. Et là, on le voit aujourd'hui, il y en a, elles glissent déjà, donc on va peut-être voir aller changer de groupe. Et d'autres qui ont plus de mal, et donc elles vont prendre un petit peu plus de temps, mais après, une fois qu'elles auront pris confiance, je pense que ça ira très vite. La saison sera courte. Le club a donc décidé de se focaliser sur un objectif, le gala de fin d'année. Les férus de compétition devront attendre la saison prochaine pour démontrer leurs habiletés. Pour les compétitions, on a certains règlements qu'on doit respecter, notamment le nombre de sauts, de pirouettes, le montage des musiques, etc. Ce qui fait que ça nous prend trop de temps. La saison va être courte, à peu près 3 mois, donc on se concentre sur un gala qui aura lieu aux alentours du mois d'avril. Les adhésions sont encore possibles, les demandes seront acceptées jusqu'au 31 janvier prochain. Revenons maintenant sur les événements marquants de cette semaine avec, pour commencer, ce dernier rebondissement dans le dossier du projet d'ordonnance de la CPS, un projet qui n'a pas été présenté en Conseil des ministres mercredi dernier. La réforme de la CPS pour sa branche maladie semble donc dans l'impasse. Le point avec Frédéric Laïton, Flavie Brie, Patrick Caillet et Jérôme Anger. Le retrait annoncé de l'ordonnance de la CPS de l'ordre du jour du Conseil des ministres s'est vérifié ce mercredi, suscitant réactions et inquiétudes. Là, il y avait quelque chose qui était négocié. Après, on peut se demander s'il y aura des négociateurs en face ou si ça sera imposé, la réforme du statut, et puis de façon définitive, quoi. Patronat et syndicats réclament plus de temps. Certaines dispositions, comme les augmentations des cotisations patronales, n'ont été introduites qu'en novembre dernier. Bien sûr, par la suite, il y a eu des avancées du ministère de l'Outre-mer qui étaient louables, mais au regard des dispositions et de la loi programme pour l'Outre-mer qui est remis régulièrement en cause, il était délicat pour nous de se prononcer. Donc c'est pour ça qu'on aurait souhaité, comme je le disais tout à l'heure, qu'en fin de compte, le déplafonnement des charges patronales soit absent de l'ordonnance. Notre position, elle est défavorable par rapport à la forme, bien sûr. Tout faire dans la précipitation, c'est pas bon, c'est pas une bonne conseillère. Et puis le fond, on a encore beaucoup de zones d'ombre en fait pour lesquelles on a besoin d'avoir des précisions. Mais le temps imparti pour discuter de cette ordonnance arrive à son terme à la fin du mois de janvier. La ministre de la fonction publique annonçait d'ailleurs sur son blog ce vendredi que ce dossier serait sur le bureau du prochain gouvernement. Si elle ne passe pas au Conseil des ministres du 11 janvier, elle ne va pas au Conseil constitutionnel dans la semaine qui suit, l'habilitation du gouvernement tombe et ce gouvernement ne peut plus débattre de cette ordonnance. Du côté de la présidente sortante du conseil d'administration de la CPS, pas question de statuer sur ce projet d'ordonnance sans prorogation de son mandat. Le mandat de Jacqueline André, comme ceux des autres administrateurs, est arrivé à échéance le 31 décembre dernier. Le fait que l'on ne soit pas administrateur pose d'énormes problèmes. Par exemple, je sais que plusieurs administrateurs voudraient qu'on se réunisse à nouveau pour redonner un avis, revoir éventuellement notre avis au regard de nouveaux éléments sur l'ordonnance. Mais comme on n'est pas administrateur, ça nous semble difficile. Dans quel cadre est-ce qu'on peut le faire ? Les services de l'État se penchent actuellement sur la possibilité ou non de proroger les mandats des administrateurs de la CPS. Mais ça n'est pas la seule préoccupation du préfet Henri Jean. Dans cette période imprévue, mon souci
c'est celui d'assurer la continuité du service public de la CPS, la continuité des prestations. Il reste bien une petite fenêtre de tir pour valider la réforme de la CPS. Reste à savoir si les discussions reprendront dans les jours à venir. Toujours en politique, cette semaine, c'était le tout premier conseil municipal de l'année à Saint-Pierre. Il s'est tenu mardi et a porté notamment sur les effectifs, mais aussi et surtout sur le budget primitif 2017. Au cours des débats, majorité et opposition se sont affrontés sur plusieurs points. Parmi ces points de discorde abordés lors de cette séance officielle, l'augmentation de la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères, annoncée en décembre dernier, la mesure a fait l'objet d'échanges musclés. Les explications de Linda Sassi et Jérôme Anger. 35 € de plus par foyer fiscal et par an, une participation légitime pour la mairie. C'est trop pour l'opposition qui dénonce une double peine pour la population de Saint-Pierre. Madame Clairaut nous explique que pour transférer l'activité au CIGED, il faut que l'activité soit équilibrée au niveau financier. On entend fort bien que c'est une prérogative que les comptes publics soient équilibrés, évidemment. Mais on a suggéré que le transfert d'activité au CIGED pouvait faire l'objet aussi d'une compensation supplémentaire de la mairie en forme de dotation au CIGED. Donc les contribuables ne seraient pas obligés, selon nous, à mettre la main au portefeuille une nouvelle fois cette année. Le CIGED, le syndicat mixte de gestion des déchets à Saint-Pierre-et-Miquelon, regroupait lors de sa création en 2009 l'ensemble des collectivités et la CACIMA. Le CIGED est-il une solution envisageable, comme le suggère Cap sur l'avenir ? La mairie de Saint-Pierre, si elle avait dû, au niveau du CIGED, transmettre tout de suite les choses, se serait retrouvée dans une situation très difficile avec un CIGED qui n'était pas équilibré et des partenaires qui, pour l'instant, ne jouent pas tous le jeu au niveau des redevances ou de l'appui financier qui pourrait être apporté au syndicat mixte. Il faut que chaque collectivité prenne sa juste part, il faut que la CACIMA prenne sa juste part et à travers la CACIMA, les entreprises locales. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Pour l'instant, c'est nous qui portons ce dossier. Les gens adhèrent au fur et à mesure et c'est un vrai plaisir de voir à quel point ils le font. Mais il va falloir un petit peu de temps pour pouvoir généraliser cet effort. Le dispositif de gestion des déchets est 30% plus efficace et 30% moins coûteux que dans l'Hexagone, ont insisté les responsables de la mairie de Saint-Pierre lors de cette séance du conseil municipal. Nos déchets, justement, comment mieux les collecter et les gérer? La réponse nous est donnée par des collégiens de Saint-Christophe. Les élèves de 4e ont étudié la question durant 3 mois avec plusieurs de leurs professeurs. Et ce vendredi, on vous le montrait, ils ont présenté le résultat de leur recherche à la mairie. Il s'agit d'un biodigesteur fabriqué dans le New Jersey. Regardez. C'est toute la classe qu'on veut féliciter à travers ce petit diplôme. Alors vous pourrez l'afficher au collège. C'est nos félicitations. Merci à vous. Une récompense pour leur engagement dans la collecte des biodéchets, en cours de sciences et vie de la terre, de technologie, de français et aussi d'anglais. Les collégiens de 4e ont planché durant tout un trimestre sur le sujet. Ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on n'a pas travaillé pour rien pendant 3 mois. Il y a eu des questions sur les biodéchets, donc on a dû chercher sur internet une machine pour traiter les biodéchets à Saint-Pierre facilement. C'est une machine qui consiste à mettre alors du papier, du carton, tous les déchets. Au lieu de brûler ou de jeter, faire autre chose avec ce qu'on utilise. On espère avoir trouvé la solution pour pouvoir trier les biodéchets et éviter de les laisser dans la poubelle noire. Climat, coût, la machine est adaptée aux caractéristiques de l'archipel. Déjà en service au Canada, elle le sera aussi à moyen terme à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le système qui est proposé par Saint-Christophe, c'est le système qui sera choisi par la ville de Saint-Pierre justement pour traiter les biodéchets des habitants de Saint-Pierre. Donc il y aura une application concrète de ce projet? Oui, lorsque la collecte des biodéchets sera effective sur Saint-Pierre, c'est cette machine qui fera le pré-traitement des biodéchets avant le compostage. Le compost récupéré servira à la valorisation des espaces publics, des jardins particuliers, voire à la réhabilitation de la prairie de Miquelon. Estimer la vulnérabilité de la côte, c'est l'un des principaux enjeux des pouvoirs publics. Le phénomène d'érosion du littoral est sous haute surveillance. Une réunion doit d'ailleurs avoir lieu dans les prochains jours à Miquelon,
Autour de la table, les services de l'État et les collectivités. En attendant, quel est le constat? État des lieux avec l'objectif de Jérôme Anger. Sa caméra a sillonné la Grande Île. C'est l'une des principales préoccupations des Miquelonais. Comment maîtriser les flux du grand étang? En cas de marée et de mauvais temps, ils s'invitent dans les maisons. Même scénario ici aussi au Petit Barachois. En décembre dernier, les vagues ont envahi les habitations de chasseurs. Les riverains assistent impuissants à ce phénomène. Il est évident que ça se détériore. Dans presque tous les endroits, c'est négatif. Il y a quelques endroits surprenants, ahurissants même, du côté du nord-est de l'Isthme, là, où il y a un va-et-vient extraordinaire. Les vagues grignotent la côte jusqu'à la route, la rendant impraticable lors de grosses tempêtes, comme celles de 2016 et 2009. Au cours de ces dernières décennies, la route de l'Anglade à Miquelon a d'ailleurs changé plusieurs fois d'emplacement. Sur la Grande Île, les stigmates de l'érosion sont nombreux. Il y a en ce moment une inquiétude sur les abords du pont, là où ça a beaucoup évolué. La dune ici a assez bien tenu le coup depuis quelques années. Ici, ça régresse, ici, ça a beaucoup évolué. La dune de Mirande, c'est assez critique aussi. C'est devenu d'une étroitesse où on se demande pour combien de temps il y en a et combien ça va coûter de maintenir ça. Jusqu'à aujourd'hui, les moyens mobilisés sont des solutions d'urgence, le renfort de la côte par des gabions le long de Mirande et des autres points stratégiques. Ces pierres cèdent en vain sous la pression de Dame Nature. Pour tenter de comprendre les conséquences de ces catastrophes, la DETAM mène donc des études. Depuis 2011, son service d'information géographique analyse le littoral. Au niveau de l'étude de l'érosion, ça passe par la connaissance du terrain, donc des levées topographiques qu'on réalise sur le terrain par les agents de la DETAM. Elles sont réalisées à l'aide de GPS qu'on a acquis. Et du coup, depuis 2012, effectivement, on acquiert une connaissance de plus en plus approfondie du territoire. Ces données ne sont pas encore analysées. Le moment venu, le BRGM, Bureau de recherche géométrique et minière, en fera l'interprétation. À partir de ces conclusions, les pouvoirs publics devront donc décider de solutions à long terme. C'est difficile de dire dès à présent quelle solution sera trouvée en fonction du secteur. Il y a peut-être des secteurs où on va décider de laisser faire la nature parce que avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, il sera difficile de protéger. D'autres secteurs où il y a plus d'enjeux, où il sera intéressant de maintenir, de protéger les infrastructures ou la population. Une réunion doit se tenir sous peu en janvier à Miquelon. Mairie, DETAM et préfecture vont aborder le sujet du grand étang. Tous nos reportages sont à revoir sur notre site internet et sur l'application La Première. Tout de suite, le point sur l'actualité dans le reste du monde. À la une de l'actualité nationale, c'est la fin du pacte de non-agression à gauche. Les 7 candidats à la présidentielle se sont affrontés ce soir au cours du 2e débat de leur primaire. Manuel Valls semble être le grand vainqueur, suivi par Arnaud Montebourg et Vincent Peillon. Compte rendu avec Serge Chimino. À une semaine du premier tour de scrutin, il est temps pour les 7 candidats de remettre les compteurs à zéro et d'assumer enfin leurs divergences. Et cela n'a pas traîné sur la question de l'Europe et de l'accueil des réfugiés. J'ai le sentiment que, dans ce moment, les Français étaient peut-être plus généreux que leurs dirigeants. Sommes-nous à la hauteur de ce que sont nos valeurs? Les valeurs de l'Europe et de la France, patrie des droits de l'homme et de l'asile vis-à-vis des réfugiés, comme de la détresse de ces millions d'hommes et de femmes. Non, nous n'avons pas été à la hauteur. J'en ai assez que, ici comme ailleurs, on mette toujours en cause la France. Il faut être clair ici. Où on ouvre les frontières, on est capable de les maîtriser. Environnement et retour sur un engagement de François Hollande, la fermeture de la centrale de Fessenheim et débat autour du nucléaire. Les centrales nucléaires telles qu'elles sont aujourd'hui considérées comme devant être fermées par l'autorité de sûreté nucléaire le seront. Par rapport aux salariés, ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Les énergies renouvelables, et ce sont des salariés intelligents, qu'ils soient ouvriers, ingénieurs, chercheurs, tout ce qui existera dans les énergies renouvelables, ils sauront le faire. Je sursaute un peu quand j'entends encore parler, à gauche,
de l'indépendance énergétique autour du nucléaire. D'où vient le carburant des centrales nucléaires? Ce qui fait tourner les centrales nucléaires, l'uranium. Ça vient à 100% de l'étranger, 100% importé. Échange sévère autour du bilan du quinquennat Hollande et leur vision de l'avenir. Et Vincent Peillon égratigne tous ses concurrents socialistes. Entre ceux qui ont théorisé les deux gauches irréconciliables et ceux qui ont cassé des portes et brisé des fenêtres en étant restés plus longtemps que moi au gouvernement, il va falloir rassembler. C'est le premier acte. Et la décision de François Hollande de ne pas se représenter inspire les autres. Elle permet de tourner la page du quinquennat et d'éviter que cette primaire ne soit qu'une primaire qui ait les yeux dans le rétroviseur, préoccupée seulement de dire ce qui a été bien et mauvais. On peut effectivement avoir des nuances et je suis la première à pouvoir en porter, étant radicale de gauche et non socialiste, mais quand même, on ne peut pas, parce que nous sommes dans une primaire, laisser dire que rien n'a été fait pendant ces 5 ans. Différences assumées, divergences précisées, mais sans se déchirer. Un débat plus abouti que le premier, avant le dernier acte, jeudi prochain. Et à une semaine du premier tour de cette primaire, on se demande encore quel sera le choix de François Hollande. En faveur de quel candidat va-t-il se déclarer? Selon plusieurs de ses proches, la balance pencherait du côté d'Emmanuel Macron. Pour d'autres, le président de la République regrette de ne pas être lui-même candidat. L'éclairage de Guillaume Darey. Il a été son Premier ministre et l'un de ses plus proches. Pour Jean-Marc Ayrault, ce n'est pas sans état d'âme que François Hollande a renoncé à l'Élysée. Il le regrette sans doute d'une certaine façon. Mais c'est ainsi, il a pris sa décision, moi je la respecte. Une déclaration qui fait écho à cette petite phrase du chef de l'État prononcée hier à Bamako pour son dernier sommet africain lorsqu'il revient sur ses 32 visites en 5 ans sur ce continent. Je ressens un goût d'inachevé qui aurait dû finalement justifier d'autres prétentions. Faute d'être lui-même candidat, François Hollande soutiendra-t-il publiquement celui issu de la primaire ou fera-t-il un autre choix? Certains de ses proches vont même jusqu'à imaginer qu'il puisse choisir Emmanuel Macron. Et l'un de ses amis intimes, l'avocat Jean-Pierre Mignard, confirme cet après-midi s'engager personnellement auprès de l'ancien ministre. J'ai accepté avec conviction de devenir membre du comité politique d'En Marche et de m'engager pour la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Face à la progression d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, autre homme fort de la gauche, le cible violemment. Cet homme vit ailleurs, je ne lui en veux pas, hein. Il peut croire ça. Mais attendez, il vit tellement ailleurs qu'il parle aux gens comme à des domestiques. Quand il fait son meeting à Paris, il se met à hurler pour dire maintenant vous allez militer. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron est bientôt le vainqueur de la primaire. 3 candidats qui sont loin d'être assurés de figurer au second tour de la présidentielle. Un peu de sport avant de refermer cette édition. On parle handball avec cette 3e victoire en autant de rencontres pour les Bleus. Cet après-midi au Mondial, les experts se sont imposés 31-28 face aux Norvégiens. Résumé de la rencontre avec Ismaël Mohamed Ali. Enjeu de cette 3e rencontre des Bleus à Nantes, la première place du groupe contre la Norvège. Des joueurs français concentrés et déterminés à frapper un grand coup et à asseoir leur domination. Car l'adversaire du jour est redoutable et compte tout comme les tricolores, 2 victoires en 2 matchs dans ce mondial. Aidés par un public breton survolté, les Bleus prennent assez vite la mesure de leurs adversaires et les distances de 4 buts à l'issue de la première mi-temps sur le score de 16 points à 12. Au retour des vestiaires, les Bleus peuvent compter sur leur métronome et maître artificier Nikola Karabatic pour éloigner le danger, ou bien encore sur le déménageur martiniquais Cédric Sorendo, auteur de 4 buts dans cette confrontation. Dans une rencontre tendue et virile, les Norvégiens rendent les coups comme ils peuvent. Dans la dernière minute de jeu, en double infériorité numérique après l'expulsion de Rémilly et de Fabregas sur carton rouge, les Français par l'intermédiaire de Mickaël Guigou scellent la victoire 31 points à 27 dans ce duel au sommet. Grâce à un immense Nikola Karabatic, auteur de 5 buts et de 11 passes décisives, les Bleus prennent le pouvoir du groupe A avec 6 points devant la Norvège. Prochain match, mardi 24 janvier, face à la Russie. C'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, le point sur la météo. Avant votre film, Raid, Bruce Willis, Morgan Freeman et leurs acolytes sont d'anciens agents de la CIA. Ils partageront avec vous leur retraite mouvementée.
Puis, à 22h30, la suite de votre soirée se passera avec l'équipe de Laurent Ruquier pour un nouveau numéro dont n'est pas couché. L'information revient en radio dès demain matin, 7h, avec Linda Sassi. Et à cette même place, à 20h, vous retrouverez Claudio Arthur. En attendant, passez une excellente soirée sur Saint-Pierre-et-Miquelon Première. Retrouvez l'info sur notre site internet.